lorsqu'on regarde et qu'on écoute les médias, on pourrait se méprendre et croire que c'est un grand jeu de risque géostratégique, vous savez, le jeu auquel nous jouions quand nous étions un peu plus jeunes, parce qu'on ne parle souvent que des grandes opérations militaires, de l'impact que la guerre a sur l'économie mondiale, et qu'on oublie en fait que le premier impact d'une guerre, celui qui est le plus brutal, celui qui est le plus durable dans le temps, c'est l'impact sur les populations. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous la présente. Marie-Joëlle Zahar, professeure titulaire de sciences politiques à l'Université de Montréal et chercheuse au Cérium. Avec elle, on a abordé 4 grandes questions. Quelles sont les conséquences de la guerre sur les populations? Comment la guerre peut-elle influencer les relations intercommunautaires? Pourquoi assiste-t-on à une habituation de nos sociétés à la guerre? Et dans ce contexte, comment faire la paix? D'abord en Iran, depuis le début de l'attaque israélo-américaine fin février, plus de 3600 personnes ont été tuées et 32 000 blessées. Au Liban, plus de 3000 personnes ont été tuées dans des bombardements israéliens. On compte plus de 9000 blessés et plus d'1 million de personnes déplacées. C'est environ le 5e de la population du pays. Mais j'ai demandé à Marie-Joëlle Zahar, au-delà de ces chiffres, que fait la guerre aux populations? Alors, au-delà de ça, il faut aussi se rappeler que la guerre, c'est un événement d'une violence inouïe qui, en fait, de par les technologies utilisées, alors on pense aujourd'hui beaucoup aux drones, mais avant même les drones, on a d'autres technologies comme l'usage du phosphore blanc par Israël qui a été confirmé par de multiples organisations internationales, l'usage des bombes à sous-munitions qui en fait ont un impact non seulement sur les individus mais sur les communautés parce que ce sont des technologies guerrières dont l'impact se lit, se comprend sur la durée. Ce sont des technologies qui rendent des zones entières inhabitables, qui détruisent des terres agricoles, qui restructurent, voire déstructurent profondément des communautés, particulièrement des communautés agricoles, et qui, par ailleurs, continuent à faire des morts et des blessés bien longtemps après la fin des événements. Donc, je pense qu'il faut peut-être revoir notre regard, déplacer notre regard des questions stratégiques vers les questions humaines qui, à mon sens, sont particulièrement importantes, surtout si on s'entend sur le fait que ces impacts-là sont intergénérationnels. Bien avant la reprise des attaques israéliennes au Liban, début mars, 7 parents sur 10 rapportaient à l'UNICEF l'anxiété de leurs enfants face à la guerre. Les traumatismes de la guerre sont vécus à la fois par les individus et les communautés, et qui sont transmis dans les récits mémoriels de génération en génération, chose que l'on sait d'ailleurs pas seulement à partir de l'expérience du Moyen-Orient, mais d'autres expériences, y compris celle de la Shoah, qui sont très importantes justement à mettre en perspective avec ce qui se passe aujourd'hui. En plus des conséquences de la guerre sur la santé physique et mentale des populations, cette violence peut envenimer les relations intercommunautaires, d'où le risque de guerre civile. C'est difficile d'aborder la région du Moyen-Orient en faisant abstraction du fait que les sociétés sont profondément divisées. Elles sont profondément divisées à cause de désaccords sur leurs préférences en termes de gouvernance, etc., mais également, particulièrement, à cause de la manière dont elles ont été manipulées de l'extérieur, dans une région qui, bien sûr, a une longue histoire d'attirer des convoitises et des intérêts étrangers. Si Marie-Joëlle Zahar reconnaît que le régime iranien est répressif, elle rappelle que le candidat présenté par les conservateurs lors des élections présidentielles de 2024 a tout de même obtenu 45,2 % des voix lors du second tour. Indépendamment de la manière dont nous, à l'extérieur, à l'étranger, voyons ce régime, il faut reconnaître qu'il y a certains pour lesquels il a de la légitimité. Et je pense que c'est la même chose au Liban, où les divisions intercommunautaires sont réelles, mais sont également extrêmement instrumentalisées par des acteurs qui cherchent en fait à prendre un peu le dessus les uns sur les autres en s'appuyant sur le jeu confessionnel. Moi, ce qui m'inquiète par rapport à ces questions-là, c'est les agissements des États qui sont impliqués à titre d'agresseurs dans les conflits actuels.
les États-Unis particulièrement en Iran et Israël au Liban. Et nous le voyons au quotidien au Liban depuis en fait 2023, donc le premier affrontement entre le Hezbollah et Israël lié au conflit à Gaza. Le porte-parole de l'armée israélienne envoie des messages aux populations libanaises, soit par le biais de pamphlets qui sont jetés dans les airs ou bien directement par WhatsApp, pour en fait les inciter à ne pas recevoir de déplacés chiites, de peur qu'il n'y ait parmi eux des membres du Hezbollah qui seraient des cibles légitimes. Alors, que font ce genre de tactiques-là? Elles contribuent à alimenter à la fois les tensions internes et la méfiance des communautés les unes envers les autres. Et ça peut contribuer à des tensions, voire même éventuellement à des violences intercommunautaires. Alors maintenant, comment expliquer cette habituation de nos sociétés à la guerre au Moyen-Orient et quelles en sont les conséquences? Cette idée de présenter la guerre essentiellement comme s'il s'agissait de mouvements, de troupes, de stratégies sur un plateau du jeu risque. Parce qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'on présente aujourd'hui les pertes civiles. D'où cette idée de nécropolitique, qu'en fait, on a perdu quelque part l'empathie pour la souffrance de nos semblables de l'autre côté du globe que nous habitons. Et ça, en fait, ça a commencé avant la guerre. Vous vous rappelez peut-être au Liban de l'explosion de ce qu'on appelle les pagettes ou les beepers du Hezbollah en septembre 2024, une opération attribuée à Israël qui a tué une quarantaine de personnes et en a blessé plus de 3000 autres. Les chirurgiens oculaires au Liban disent en une seule journée avoir opéré plus de dénucléation qu'ils ne l'avaient fait en une vie entière. Et pourtant, si on regardait la une des médias, à la une des médias, on parlait d'une prouesse technologique. Plus récemment, en avril dernier, vous avez aussi vu dans les médias cette manchette « 100 frappes en 10 minutes au Liban ». Le bilan, 300 morts et 1150 blessés. Encore une fois, on présente ça comme une litanie de choses qui suggèrent une prouesse. Les conséquences, elles sont importantes. Elles sont importantes parce que malheureusement, ce qui se passe à cet égard-là n'est pas juste limité au champ militaire. C'est aussi assorti de toutes sortes de déclarations clairement criminelles au regard du droit international de la part des gouvernements impliqués, et rien de tout cela ne semble en fait suffisamment important pour réveiller les consciences ni de nos politiciens, ni de beaucoup de nos citoyens. En 2003, lorsque les Américains ont décidé d'envahir l'Irak, nous étions des dizaines de milliers dans les rues, et côte à côte, Québécois pur laine, anglophones, allophones, immigrants, résidents, étrangers vivant ici, il y avait une solidarité forte. Aujourd'hui, cette solidarité-là, elle n'existe quasiment plus. Elle s'est manifestée dans les campements étudiants, mais ils ont été démantelés. Marie-Joëlle Zahar parle donc d'un effritement de la solidarité causé, entre autres, par le silence, dit-elle, de plusieurs gouvernements occidentaux. Tandis qu'en 2003, beaucoup de gouvernements, y compris des gouvernements alliés de l'administration Bush en ce temps-là, avaient posé des questions à des questions difficiles. Aujourd'hui, seuls les Espagnols, les Irlandais, les Sud-Africains parlent publiquement et s'indignent. Mais alors, quelles sont les conséquences de cette habituation sur nos sociétés? Je pense que les conséquences sont graves. D'abord, parce que ça alimente une impression qui aujourd'hui est beaucoup plus difficile à défaire, qu'il y a clairement des logiques coloniales et que certaines vies comptent moins que d'autres. Je pense que ça alimente également un profond désenchantement de la part de ceux et celles, comme moi, qui suis d'origine libanaise, qui ai vécu une guerre, qui connaît donc très bien, même si les impacts de la technologie contemporaine sont très différents de ce que moi j'ai vécu, mais qui connaît quand même cette question des traumatismes et de leur impact sur les personnes, mais un désenchantement profond par rapport à la capacité de l'Occident de même faire semblant de respecter les valeurs dont il se dit être le gardien. Et je pense que l'une des choses qui sont très importantes ici, c'est que ça devrait nous faire réfléchir
au rôle que nous, États et sociétés occidentales, avons dans le démantèlement de l'ordre libéral international. Et finalement, au-delà de la reconstruction matérielle, comment envisager une paix durable dans cette région? Je pense qu'on doit s'entendre d'abord sur ce qu'est la paix. Parce qu'il y a des efforts maintenant de négocier la paix, que ce soit les échanges de mémorandums de plusieurs points entre les États-Unis et l'Iran, ou bien les négociations directes entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien. Mais je pense que pour moi, ce serait une erreur de penser que c'est ça la paix. Parce que ça, on peut le faire. Et ça peut arriver à des résultats. Ça crée de la stabilité, de ce que nous, les chercheurs en relations internationales, en guerre civile, appelons la paix négative. Mais cette paix négative-là, elle ne change en rien les relations sociétales. Alors, et là, je veux dire, ni entre les sociétés qui se sont fait la guerre, ni au sein des sociétés dans lesquelles il y a déjà des divisions et des différends. Si les États-Unis font la paix avec le régime iranien va s'en sortir renforcé et il n'y aura pas d'ouverture pour un dialogue avec ceux et celles des Iraniens, ils sont plusieurs, qui aspirent à une autre forme de gouvernance. Si le Liban négocie un accord de paix avec Israël et que cet accord de paix-là contribue à l'élimination du Hezbollah en tant qu'acteur armé, sans qu'il n'y ait eu un dialogue avec la communauté chiite, on parlait de risque de guerre, c'est là que le risque de guerre interne intervient. Quels que soient les accords qui se font entre élites, tant qu'il n'y a pas à la fois des efforts pour régler les problèmes au sein des sociétés et pour recréer ou bien créer, parce qu'il n'existe pas dans certains cas, des liens entre les sociétés, on sera loin d'avoir une véritable paix positive. Ce qui inquiète surtout Marie-Joëlle Zahar, c'est que même si des accords officiels sont conclus, la paix, elle, peut rester superficielle et donc très fragile. Mais plus important encore, qu'en l'absence d'une véritable gestion de tous les traumatismes qui ont été vécus, que ce soit plutôt non pas la paix, mais des récits de haine, de déshumanisation qui continuent quelque part à occuper la majorité de l'espace. C'est pour moi un défi énorme que de penser à ce que nous pouvons faire, non pas pour renverser la vapeur, mais pour empêcher les choses de se détériorer encore plus. Parce que l'indécence, la déshumanisation et le manque d'empathie sont à leur paroxysme.